Parmi les salons de l'automne, Expo Train s'est déroulé le dernier week-end du mois d'octobre à Pontivy, dans le département du Morbihan, en Bretagne. Il s'agit de l'une des rares expositions existant dans l'ouest de la France. Elle est organisée par Ronan Brocard, le gérant de Boutique Train, un magasin de modélisme ferroviaire installé dans l'ancienne gare de la ville, qui a été racheté et restauré par un passionné et qui, depuis quelques étés, est le point de départ du Napoléon Express, un train touristique qui circule dans la vallée du Blavet. Qu'y avait-il à voir à cette exposition? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Expo Train à Pontivy, c'était 25 réseaux présentés à des échelles allant du N au 0. Des exposants et des visiteurs venus de toute la Bretagne, et pour certains de beaucoup plus loin, et un lieu plutôt bien situé, puisqu'en plein centre-ville, le Palais des Congrès. L'exposition était éclatée en plusieurs salles réparties sur les 2 étages de ce bâtiment, une belle opportunité de prendre des nouvelles de plusieurs clubs de la région. Celui UAICF de Rennes était venu avec le réseau de l'un de ses membres et un autre appartenant à l'association, mais encore en cours de construction. Une autre de Carhaix exposait un très bel ensemble de modules zéro que je vous avais présenté il y a de cela quelques années dans Aiguillage. Son ancien propriétaire, qui était toujours là à l'exposition de Pontivy, en a fait don à la section modélisme de l'association des Amis du Réseau Breton, une section de création relativement récente. Alors le club est déjà en activité, ça va en faire 3 ans maintenant. On est parti pour raconter la petite histoire. Il y avait le club Les Amis du Réseau Breton, à qui on avait fait un don d'une maquette. Cette maquette a été stockée dans un endroit épouvantable. Et puis, quand le président Ernest Manac m'a proposé de la remettre en état, en me disant il y a une maquette, si tu veux t'amuser à la remettre en état, elle est à cet endroit. Et quand je l'ai vu, c'était vraiment quelque chose de particulier et de vraiment en mauvais état. Donc, j'ai vu avec mon voisin, qui est un passionné de train, qui fait partie du club. C'est un Anglais, il s'appelle John Waldham. Et je lui ai proposé de venir voir la maquette s'il était prêt à ce qu'on attaque la restauration. Il est venu. Je pensais sincèrement qu'il allait dire non, parce que vraiment, elle n'était pas en bon état. Et il a dit « OK, on y va ». Donc, on a amené ça dans mon hangar et puis il a pris pièce par pièce les éléments de la maquette et il les a reproduites sur une base scène. Et il a passé un peu plus de 3 ans à la restaurer de A à Z. Et de là est né le club. Parce que durant cette période de restauration, avec Ernest Manac, on a dit on pourrait peut-être monter un club au sein du groupe, de l'ARB, de l'association. La section modélisme s'est développée, donc notre but au niveau de l'association, c'est la sauvegarde des bâtiments du réseau breton, entre autres les ateliers. Et après, au niveau du modélisme, ils sont en train de recréer des gares du réseau breton, donc la gare de Saint-Main-le-Grand et la gare de Plébin, avec de la voie normale et de la voie métrique, donc ce qui se traduit à l'échelle en HO et HOE. Quand vous parlez de préservation de bâtiments du réseau breton, ça concerne quel secteur? Le secteur Carhaix ou vous allez au-delà? Alors, entre autres, pour nous, le secteur de Carhaix, bien sûr, parce que les ateliers de Carhaix, c'est quand même une source de création d'emplois, de social, de culturel. Et donc, c'est entre autres le secteur de Carhaix, les ateliers, la gare, les dépendances qu'il y a à côté des ateliers et l'espoir de créer un musée vivant qui retrace les différentes activités qu'il y avait dans cet atelier qui faisait quand même travailler plus de 600 personnes par jour et presque de passer de 1000 employés en particulier. De là est né aussi le Bagat de Carhaix et puis les ateliers de Carhaix étaient un des plus gros ateliers de France pour les réparations en voie métrique, pour tout ce qui était en entretien du matériel en voie métrique.
Et à savoir qu'à Carhaix, il y avait pratiquement tous les corps de métier. Il y avait une fonderie, il y avait électriciens, menuisiers et compagnie. Donc c'est ce côté-là qu'on voudrait retracer, quoi, et d'avoir cette possibilité de faire un musée vivant. Les bâtiments sont toujours là. Les bâtiments sont toujours là. Une partie est vraiment en piteux état. Une autre partie est un peu plus protégée. Après, nous, notre association, on est dans un bâtiment qu'on dénomme B14 parce que les bâtiments de la ferroviaire avaient tous une lettre, un chiffre. Et on en a fait nos bureaux. Donc, c'était avant le bureau administratif de CFTA à l'époque, et maintenant qui est passé Transdev Rail Bretagne. Et aujourd'hui, ils ont déménagé. Donc, les bâtiments étaient restés presque 3 ans fermés. Et aujourd'hui, on l'a remis en service, on va dire. Donc, on a eu quelques entretiens à faire, les ouvrants, les peintures. Et on a installé le club de modélisme à l'intérieur. Donc, au niveau du club de modélisme, ils ont une pièce où ils ont fait ce fameux réseau qui n'est pas mobile. Par contre, on a des dons. Ça, c'est au niveau modéliste, on a dit on va essayer de ne pas acheter de matériel, mais que ça soit que des dons. Et donc, on a beaucoup de dons de personnes qui nous laissent les maquettes ou les dioramas qu'ils ont. Et chacun travaille sur un domaine. On a un des plus jeunes adhérents qui s'occupe à la restauration d'une maquette qui a été offerte par une dame. On travaille comme ça. Au niveau du modélisme, ils ont à peu près 12 ou 13 adhérents, quoi. C'est ouvert tous les jours pour celui qui est adhérent, mais autrement, ils se réunissent le jeudi et le samedi matin. Et pour ce qui est du réseau là, qui est derrière vous? Alors, ça, c'est une autre histoire. Moi, je fais mes apprentissages sur ce réseau parce que c'est un don de Jean-Claude Quérillot qui, aujourd'hui, cherchait un endroit pour lâcher son réseau. Et du coup, on a eu des contacts. On a eu une réunion ensemble. On lui a montré qu'on pouvait le stocker à l'abri, qu'on s'engageait à l'exposer. Alors, on a eu donc que de la maquette et pas du matériel parce que il est quand même assez onéreux. Mais on a trouvé un accord où nous, on va organiser les expositions et eux viendront avec nous et avec le matériel le temps qu'on puisse acquérir du matériel à faire rouler, avec une priorité, s'il venait à se séparer de son matériel roulant, qu'on puisse être prioritaire pour l'achat. Donc c'est un très joli cadeau, il est très beau, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon du modélisme un bout à bout. Et on organise des rentrées de trains express, de trains régionaux. Voilà, et des sorties avec des bruitages, des annonces, des manœuvres au niveau du port, donc au niveau de tout ce qui est conserverie et puis poissonnerie. Et donc on peut, à plusieurs endroits, faire évoluer les engins sur le circuit. Bon, après on a un chef opérateur qui s'occupe de tout ce qui est aiguille. Et puis, on a les coulisses derrière pour reconditionner les rames et les autorails et compagnie, de faire ce qui est nécessaire pour eux. Vous disiez que vous étiez en formation, alors? Alors, je suis en formation parce que c'est ma deuxième journée, on va dire, que je travaille avec Jean-Claude et puis Franck. Je découvre le matériel haut, je découvre les commandes numériques et puis la façon dont ils travaillent, puis le côté très pointu du matériel qui est utilisé, parce que si on regarde par exemple, étant de la profession, un attelage comme on a ici, eh bien on est vraiment dans le réalisme. On est exactement pareil. Alors c'est tellement petit qu'il faut travailler avec des pincettes, de l'éclairage, des petites pinces et compagnie. On va continuer à pérenniser le réseau, voire apporter des améliorations ou autres. On va faire en sorte qu'ils vivent. Vous êtes cheminot vous-même alors? Ancien, je suis à la retraite. Ouais. J'ai quand même gardé une petite activité sur la vapeur du Trieux. Je suis mécanicien et chauffeur sur la machine à vapeur. Donc là, on est dans du réel, là. Mais on reste toujours dans le but de faire la pierre. J'ai travaillé pour la DB Schenker en Allemagne, mais sur le réseau français, donc tout l'est de la France.
Et puis après, je suis arrivé en Bretagne sur du détachement. Et après, j'ai terminé ma carrière sur la ligne Carré-Guingamp-Paimpol. Et là, je savais qu'il y avait le train à vapeur. Donc, je me suis intégré à l'association de la 3ATV. Et puis, pareil, ça fait depuis 2014. Donc, je fais et de la conduite, parce que j'ai toujours ma licence de conducteur, et de la chauffe pendant la période estivale. Comme quoi, modélisme et patrimoine ferroviaire font souvent bon ménage. C'est le cas d'ailleurs à Pontivy même, où la gare a retrouvé vie. Elle est de nouveau habitée et l'été, le Napoléon Express y circule. Boutique Train y a posé ses bagages et au gré des rencontres qui ont pu s'y faire, l'idée de la création d'un club de modélisme ferroviaire y a germé. À ce jour, le club est à la recherche d'un local, ce qui ne l'a pas empêché de créer un premier ensemble de modules sur le thème de la gare de la ville et des environs de Pontivy. L'un de ses membres animait un atelier démonstration de construction de bâtiments et d'ouvrages d'art, s'appuyant sur l'une des techniques les plus éprouvées dans le domaine du modélisme ferroviaire. Donc je démontre ici les techniques qu'on peut utiliser pour faire des œuvres d'art en quelque sorte. Ouais. Donc on retrouve la technique de fabriquer un viaduc avec un assemblage de calendriers où on trouve les nervures et puis différentes conditions d'utilisation. Voilà. Donc on trouve un peu de carton aussi d'emballage du type boîte de chocolat ou boîte de céréales, ou ces cartons de soupe, pour pouvoir se permettre de faire les arches sans difficulté. Et au final, on a quelque chose de vraiment très rigide, Ouais. où je peux montrer quelque chose vraiment très solide, on s'appuie dessus, Ouais. un effort assez considérable et ça ne bouge pas. Ouais, c'est ça le paradoxe, c'est quand on voit ces cartons de calendrier qui se plient, etc., on se dit oui, et finalement, en les agençant d'une certaine manière, on arrive à avoir une structure on fait un rigide. assemblage tout à fait résistant et donc qui sont à moindre coût pour la fabrication. Ouais. Voilà. Donc tout est assemblé à la colle à bois. Ouais. Donc ça tient bien. Si on prend une colle de bonne qualité, c'est assez rapide et donc on avance assez facilement dans notre projet. Bon, et là, tu es sur quoi là, en dehors Donc là, de... c'est l'ancien viaduc de Comel, qui est au nord de Paris, sur la ligne Paris-Nord, Lille-Bruxelles, où il y avait les grands trains comme l'Orient Express, le PBA, les trains qui allaient sur Calais pour l'Angleterre, où ils ont circulé dessus. Donc je représente l'ancien viaduc et le nouveau viaduc en béton. Et donc le nouveau viaduc a été prévu pour 4 voies, fait en 3 voies actuellement. Et l'ancien viaduc a été écroulé en 1985, où il y avait un risque assez important d'effondrement. Et donc j'ai eu l'idée de représenter ce très bel ouvrage. Combien de calendriers là-dedans? Pas tant que ça, peut-être? Je n'ai pas encore vraiment compté le nombre de calendriers, mais je pense une bonne vingtaine de calendriers. Ah oui, quand même. Il faut quand même faire une petite réserve pour... la représentation sur 4 mètres de long environ. Ah oui, 4 mètres, oui, ça commence à faire effectivement une belle... En respectant bien sûr l'échelle. Oui. Et donc, je suis parti de quelques photos de revues. Donc, par exemple, la vie du rail. Ouais. Et avec la vie du rail, j'ai eu quelques informations de dimension. Et ensuite, j'ai fait des photos, puisque j'étais à proximité à l'époque, quand ils avaient refait le nouveau viaduc. Et donc, j'ai malheureusement pas vraiment vu le dynamitage de ce viaduc, mais j'aurais aimé être là pour garder au moins un souvenir du patrimoine. Et donc, je représente un peu ces nouveaux viaducs avec... le calcul de recherche, vraiment les mathématiques des rapports pour remettre à l'échelle. Ah oui, oui. Voilà. Et après, je suppose qu'il y aura une autre phase de décoration tout à fait. Qui va venir s'ajouter sur la structure. Exactement. Donc là, pour le moment, c'est un peu la base de viaduc. Et puis, en étude actuelle de recherche de produits pour refaire la structure, représenter les pierres de l'ancien viaduc et faire aussi la structure du pont en béton. Donc là, c'est une partie de l'ancien viaduc. Et là, ça représente un pilier avec le nouveau viaduc
qui viendra se poser dessus. Voilà. Tout ça fait en carton de calendrier, récupéré. Voilà. Alors, au moins, on ne pourra pas dire que le modélisme, ça coûte cher, ça va, on arrive à faire des choses on essaye de minimiser les coûts et puis de trouver suffisamment de matières premières, je dirais, ingénieuses pour créer des belles choses dans notre monde ferroviaire. Super. Rendez-vous dans les banques. En fin d'année, c'est le bon moment. Voilà, exactement. On approche de fin d'année, c'est le moment d'aller faire le ravitaillement. Il est temps également de se rendre dans la dernière des salles dans lesquelles l'exposition était installée. On y trouvait des petits modules créés par 2 associations qui présentaient des réseaux modulaires en N à la norme TETRAC. Pour l'AMFI, l'association des modélistes ferroviaires indépendants, c'était l'occasion de tester une nouvelle rampe hélicoïdale. C'est un projet qui avait été lancé suite à la création d'une première rampe hélicoïdale par Michel Etienne, qui permettait de rejoindre les TETRAC au module Morop. Et on a lancé l'idée de peut-être se connecter aux scéniques qui sont à un niveau beaucoup plus élevé. Et donc notre ami Michel Etienne a conçu le principe, les plans de cette nouvelle rampe hélicoïdale, qui a été donc financée par l'AMFI et que j'ai réalisé avec le soutien de Michel Etienne, avec l'étude et les plans qui ont été faits par NFI et Michel Etienne, et avec le soutien bien sûr de la FAM. Donc on a 8 spires qui permettent donc de monter du niveau des modules TETRAC qui sont sur les tables aux modules scéniques qui sont beaucoup plus hauts. Et c'est une rampe qui se démonte complètement, qui rentre dans le caisson qui sert de support et qui se remonte de la même manière. Donc on a à peu près 2h30 à 3 heures de travail pour une personne seule, pour le montage et pour le démontage. Il y a quand même un peu de travail et je suppose un peu de réglage parce que le secret de la rampe, c'est qu'elle soit bien régulière. Alors le réglage se fait grâce aux entretoises qui sont des tubes de PVC qui se placent entre les différents supports en aluminium qui ont été mis en place ici. On a donc fait la fixation au centre des rails double Kato avec une vis qui est fixée sur la patte en aluminium. Et donc la jonction des rails se trouve entre les 2 fixations. Et comme ça ployait un petit peu, Michel Etienne nous a conçu ces petits supports en impression 3D qui viennent s'intercaler. Donc on a creusé les rails pour, comme on le voit ici, afin d'intercaler la pièce à ce niveau-là. D'accord, ouais. Voilà. Et comme les modules scéniques ne sont pas avec nous aujourd'hui, on a créé une rampe au sommet de la rampe, une boucle de retournement qui est faite sur le principe des modules TETRAC, mais avec un piétement de type scénique pour pouvoir être au même niveau qu'eux. Et donc on passe de combien de centimètres à combien de centimètres ? La hauteur de la table doit être aux alentours de 75 à peu près. Et ici, on doit être à un petit peu plus de 1,20 m. Ouais, donc ça fait quand même une belle... Oui, un beau dénivelé. Un beau dénivelé. Et je suppose, pour que les trains puissent la passer sans trop de problèmes, la pente doit être limitée au maximum. Alors, on a essayé de réduire au maximum la pente, mais il a fallu quand même monter. Donc, on est ici sur la voie extérieure, sur une rampe qui est un tout petit peu plus de 3%. Et sur la rampe intérieure, on est à un petit peu plus de 4%. Donc, on monte par l'extérieur et on descend par l'extérieur. Ça fait moins d'efforts pour les trains. En face de cet ensemble de modules, on était présenté un autre, mis en place par l'Association des hennistes français à l'international, qui, fidèle à sa vocation, proposait parmi d'autres la présentation d'un train finalement assez mal connu et à ma connaissance presque jamais évoqué par des modélistes ferroviaires, les rames du Shuttle qui circulent dans le tunnel sous la Manche. Donc vous avez devant vous deux rames. La rame, la première, la plus proche, c'est la rame voiture et bus. Ce ne sont pas des rames complètes. Hein. Là sont exposés ce que j'appelle des quarts de rame, un quart d'une rame complète.
Donc, pour des raisons pratiques, on ne veut pas une rame complète, c'est beaucoup trop long. Donc, vous avez au premier plan une rame voiture et bus avec des wagons à un niveau ou deux niveaux et avec des wagons d'embarquement bien spécifiques. Et d'ailleurs, là, il y en a un qui est du mauvais côté, mais ce n'est pas gênant. Et vous avez derrière donc, la rame transport de camions, alors qu'il y a une particularité, c'est que les conducteurs des camions, eux, ne restent pas dans leur véhicule, mais sont embarqués dans une voiture voyageur qui est en tête de rame. Alors que pour les rames voitures et bus, les passagers restent sur leur véhicule. Ils peuvent descendre de la voiture, mais ils restent dans le wagon. Ce sont les wagons de la première génération du shuttle Eurotunnel, donc des années 90. Maintenant, les wagons ont un peu évolué en fonction des constructeurs et de remise à niveau. Donc là, c'est vraiment la première génération au tout départ du tunnel sous la Manche dans les années 93-14. Alors la particularité des wagons d'embarquement, ils sont spécifiques, soit pour l'embarquement des véhicules très hauts, donc sur un niveau, ou des véhicules plus bas qui sont embarqués sur deux niveaux, notamment les voitures. Justement, comment ça se passe, l'embarquement? Ça se fait par les extrémités? Alors, l'embarquement se fait en latéral. Quand ce sont des camions, les camions entrent de manière latérale et roulent jusqu'au bout de la rame. Et pour les voitures et bus, c'est le même principe. Alors, il faut savoir que ce qui est extraordinaire, c'est que l'embarquement est assez rapide et le débarquement est, je dirais, encore plus rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le train s'arrête, à un des terminus, soit au Royaume-Uni, soit en France, entre le moment où vous démarrez votre voiture, si vous êtes en tête de rame, dans la voiture en tête de rame, 2 minutes après, vous êtes sur la voie express, sur la route, sur l'autoroute. C'est excessivement rapide. Donc, c'est très, très pratique. Alors, il faut savoir que ces wagons sont hors gabarit, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rouler que sur les voies d'Eurotunnel, donc du tunnel sous la Manche, et qu'ils ne peuvent pas normalement rouler, sauf dans les cas tout à fait exceptionnels, sur les réseaux classiques, puisqu'ils dépassent, ils sont hors gabarit et dépassent notamment en termes de largeur, voire de hauteur dans certains cas, ce qui est acceptable. Oui, donc il faut vraiment que l'aller-retour dans le tunnel. Voilà. C'est une boucle. Ils se remettent en position quand on débarque. On est dans la position du départ pour un nouveau voyage. Oui, bon, c'est quand même extrêmement extrêmement bien. Il faut bien savoir conçu. aussi que le gabarit sur les voies britanniques est entre guillemets plus étroit que sur les voies, les réseaux continentaux. J'ai retrouvé également l'organisateur du salon de Buja en Corrèze, qui exposait lui aussi quelques modules à la norme Tétrac. Changement de casquette, Gérard, là tu redeviens modéliste ici? Absolument, un petit peu. Pour peu que tu ne l'aies jamais quitté vraiment le non, rôle. On quitte jamais le rôle, non. Ouais. Alors qu'est-ce que tu présentes? Eh bien, des modules Tétrac, comme ici, le moulin, et puis la caserne de pompiers. Ensuite, j'ai fait Émile Serre, un peu d'horticulture, un peu... et puis quelques vaches. Et là, j'ai essayé de représenter une petite zone industrielle sur un module. Bon, c'est simple, mais voilà, c'est là. Et puis, j'ai représenté également une gare avec la ville derrière et puis un cinéma. Bon, l'intérêt des modules Tétrac, c'est que ça prend pas de place. Que ça prend pas beaucoup de place et puis c'est vite installé. Oui. C'est vite installé. Si c'est bien installé, ça roule. Et c'est aussi le fait que tu peux travailler à la maison sur un petit module, tu mets ça sur un coin de table. On met ça sur une table et puis on bosse dessus. Et puis voilà, donc c'est pas très encombrant. Le plus long, c'est 60 cm. Plus petit, il fait 30, donc c'est vite... voilà. Je dis pas que le décor est vite fait, mais c'est facile, ça prend pas beaucoup de place. Oui, c'est ça, c'est pas plus encombrant que ça. Et puis, tu peux passer d'une thématique à l'autre assez facilement. Il faut avoir les idées. Oui. Après, il y a des moments, les idées, elles sont pas là. Mais en général, on essaye de trouver quelque chose. Mais sur un réseau classique, une fois que tu as défini un thème, une région, quelque chose, tu es un peu contraint d'y rester, alors que là, tu peux vraiment passer d'une là, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, et tu passes d'une univers à l'autre. On n'est pas tenu à avoir le même décor tout le long. Voilà. Là, tu présentes combien de modules, là, cette fois-ci? Eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ouais. Et chez toi, tu en as une petite... J'en ai encore un dans le camion. Et puis à la maison, j'ai une gare cachée qui fait 3,10 m de long. Et donc, et dans la tête? Oh, dans la tête, ça boue. Oui, c'est ça. Ça boue. C'est l'intérêt de cette façon de pratiquer. Oui. Et puis l'autre intérêt pour toi, c'est qui est un fervent du N, c'est que ça te permet de travailler en N aussi. Je travaille tout en N, voilà. Ouais. À la maison, j'ai un réseau en construction qui avance pas vite, mais qui a le mérite d'exister. Oui. Voilà, que je suis en train de remodifier parce que j'avais vu trop grand.
des moments on voit trop grand. Donc, alors j'ai un ami qui m'a refait un plan vite fait et je m'attelle quand j'ai le temps de le modifier comme il faut. Il y a le réseau à la maison et puis il y a les tétraques pour l'exposition. Et les tétraques pour les expos. J'ai aussi deux autres modules, mais c'est carrément différent. C'est Bercy, que j'ai déjà présenté 2 fois, mais il faut que je refasse tout. Donc là, j'ai bien avancé sur un et il faut que je fasse d'autres modules. Ce sont des caissons. Bon. Et comme tu n'arrêtes jamais, il y a aussi l'organisation de l'exposition de Buja. Alors il y a Buja aussi qui me prend beaucoup de temps, mais c'est un grand plaisir de l'organiser. Et on espère une nouvelle édition, alors soit 2027, soit 2029 ? J'espère 2027. On n'a pas encore bloqué les dates, mais j'espère moi 2027. J'espère qu'on pourra le faire. Et en attendant, il y aura une nouvelle exposition d'Expotrain à Pontivy en 2026, puisque avec plus de 1700 visiteurs, celle de 2025 aura été un succès pour ses organisateurs.